Bonjour à tous en ce dimanche et bienvenue dans cette vidéo. Il va être question d'un accident sans décès en 2017 en Afrique, N'Djamena, avec un Mirage 2000 N. Et donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé lors de ce décollage, pourquoi est-ce que le pilote et le NOSA, navigateur officier système d'armes, ont dû s'éjecter. Le plan est très simple. Dans un premier temps, le jingle et ensuite, derrière, un petit peu d'historique sur le Mirage 2000 N très rapide, un petit peu d'historique sur N'Djamena, un peu plus long, parce qu'on entend beaucoup parler sans vraiment savoir où c'est, ce que c'est, d'où ça vient, tout ça, comme endroit. Et derrière, on va rentrer dans l'analyse du rapport d'enquête du BEAD. Alors si ça vous va, n'hésitez pas à vous abonner, suivre la chaîne. Du nouveau contenu est sorti régulièrement en ce moment pour vous aider à vous aérer durant le confinement. Et d'ailleurs, mercredi prochain, je vais sortir une vidéo sous format un peu court, spécifique sur quoi? Sur tout ce qui est la procédure de décollage et d'interruption de décollage. Et nous allons comparer ce qui se fait dans l'armée, parce que vous allez voir, c'est impactant dans cet accident, et ce qui se fait dans l'aviation de ligne. Allez, c'est parti, jingle. Aujourd'hui, l'objectif, c'est donc ce rapport d'enquête d'un événement qui a eu lieu le 28 septembre 2017 avec un Mirage 2000N de l'armée de l'air. Les Mirage 2000N, qu'est-ce que c'est? Mirage 2000N, N pour nucléaire, c'est donc un Mirage 2000 qui avait pour objectif principal la dissuasion nucléaire. Ce sont des avions qui dépendaient des FAS, du COFAS, du commandement des forces aériennes stratégiques. L'objectif de ces avions, c'était la mise en œuvre d'un missile nucléaire qu'on appelle l'ASMP, la dernière version c'est le A. ASMP pour air-sol moyenne portée et le A pour améliorer. Le premier vol du Mirage 2000N 1983, la mise en service opérationnel 1er avril 88 et le retrait du service c'est en août et septembre 2018, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, remplacé par le Rafale B, principalement basé à Saint-Dizier. Les grandes bases françaises qui ont eu la chance d'héberger le Mirage 2000N, c'est dans un premier temps Luxeuil et Istres également, Istres qui était la dernière base avec l'escadron, le Lafayette, le fameux Lafayette dont j'ai parlé dans une autre vidéo où je parle un petit peu d'un film sur la Première Guerre mondiale. Alors, N'Djamena. Alors oui, déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on envoie des 2000N à N'Djamena? C'est pas pour tirer de l'arme nucléaire, parce que au fur et à mesure du temps, les versions ont été améliorées, et le 2000N avait la capacité à embarquer de l'armement conventionnel, de la bombe de 125-250 kg, et c'est dans ce cadre-là, pour pouvoir venir aider à l'effort de guerre, parce que c'était des années très tendues d'un point de vue opérationnel pour les armées françaises, avec les opérations en Afrique, les opérations au Levant, la permanence opérationnelle à assurer. Donc il y avait une grosse tension au niveau des effectifs et du matériel de l'armée de l'air. Donc il a été décidé d'envoyer les 2000N, qui d'habitude sont là pour faire des dissuasions, en opération pour aider les 2000D et autres 2000C qui également ont participé un petit peu. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire maintenant sur N'Djamena? N'Djamena, ça veut dire « nous nous sommes reposés », voilà, en dialecte local. Ça vient à la base d'une ville qui a été créée en 1900 par un explorateur français, Émile Gentil, qui a décidé de baptiser cet endroit Fort Lamy. Pourquoi Lamy? Du nom du commandant Lamy qui a été décédé quelques jours auparavant, pas très loin d'N'Djamena, lors d'une bataille contre Rabat qui était un seigneur de guerre soudanais, qui était également esclavagiste et qui a eu vu qu'il y avait des tensions dans la région, et le commandant Lamy était en charge d'une troupe. Alors il avait 700 hommes sous ses ordres, 30 cavaliers, 4 canons, mais il a réussi à regrouper du monde et ils ont attaqué à 1500 les forces de Rabat qui avait 10 000 hommes, donc ça fait du 1500 contre 10 000. Au final, 28 décès côté français, à peu près 70 blessés, français et alliés, et 1500 morts du côté de chez Rabat. Malheureusement, le commandant Lamy est décédé lors de cette bataille. Rabat également. Rabat a perdu la bataille, a été repéré par un ancien déserteur de son armée qui l'a vu, qui l'a tué et lui a coupé la tête pour récupérer la prime. Voilà, comme quoi c'est efficace de mettre des primes sur les méchants. Et voilà, du coup, l'explorateur Émile Gentil s'est dit on va baptiser ça Fort Lamy, et aujourd'hui, vous avez la base BA 172 Fort Lamy pour ça. Donc, N'Djamena, initialement Fort Lamy, a été renommé
Il y a quelques dizaines d'années, on a changé de nom pour s'appeler N'Djamena. Et pour la petite histoire, l'aéroport dont il va être question ici, c'est l'aéroport Hassan Djounis qui, lui, eh bien, c'est l'ancien chef d'état-major de l'armée tchadienne qui a été assassiné par l'ancien président en 1989. La piste fait 2800 mètres de long, elle existe depuis 1984, un 747 peut s'y poser. C'est une piste 0523, ce qui veut dire qu'elle est orientée nord-est, sud-ouest. Vous avez des vols à destination de Charles de Gaulle avec Air France, il y a Abidjan, Khartoum, Addis Abeba, Istanbul même avec Turkish Airlines. Il y a une présence militaire française sur ce terrain d'aviation depuis 1930 avec un Potez 25. Il y avait un avion, un pilote. C'est vraiment devenu une base en 1939 avec présence française jusqu'en 1975. Pour la petite histoire, en 1940, eh bien, des avions alliés ont transité des États-Unis vers le Brésil, vers Fort-Lamy pour remonter vers la France libre. Un retour des forces françaises en 1986 avec l'opération Épervier et en 2013 avec l'opération Serval et Barkhane, eh bien, il y a eu jusqu'à 8 rafales basées à cet endroit-là. Et le Serval, si vous vous demandez ce que c'est, eh bien c'est ça, c'est un félin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Maintenant vous maîtrisez Fort-Lamy, la base 172, vous maîtrisez un petit peu N'Djamena qui est la capitale administrative du Tchad, qui est la deuxième ville, deuxième poumon économique du pays. Il y a d'ailleurs plus d'1 million d'habitants. Voilà. C'est fini pour toute la partie historique. Maintenant, on va se focaliser un petit peu sur l'analyse des événements. Donc le 28 septembre 2017 à 7h56, c'est donc le matin, nous avons un avion de l'escadron de chasse 204 Lafayette du détachement Air Barkhane de N'Djamena qui part pour un vol de convoyage avec 2 personnes à bord. Si vous voulez faire un tour à N'Djamena sur Flight Simulator, par exemple, c'est Foxtrot Tango Tango Juliette qu'il faut taper. Ok, le résumé c'est quoi? Dans le cadre d'un convoyage retour, fin de l'opération pour ces avions-là et ces pilotes, retour en France, une patrouille composée d'un Mirage 2000D en position de leader et de 2 Mirage 2000N, donc vous voyez c'est mix, un 2000D et 2 2000N, s'aligne sur la piste devant son avion ravitailleur qui est un KC-135 FR. Et d'après les commentaires que j'ai eu récemment, ce n'est pas un KC-135 FR. J'ai eu pas mal de messages la dernière fois, c'est un C-135 FR. N'hésitez pas à me dire si c'est bien le cas en bas, mais pour moi c'est C-135 FR. Battez-vous, les spécialistes. Mais je crois que c'est pas la première fois que le BEAD marque le K devant. Le leader décolle pendant que le numéro 2 se prépare. Lors de la course au décollage du deuxième avion, l'équipage est confronté à une évolution lente de la vitesse affichée. Donc VTH, c'est visualisation tête haute, c'est le HUD, et VTB, c'est visualisation tête basse, c'est ce qui se passe en bas. Le JX, c'est votre accélération longitudinale, c'est avec ça qu'un pilote de chasse va pouvoir contrôler si sa accélération est correcte ou pas. Ça n'existe pas vraiment dans la plupart des avions civils. Je détaillerai toutes ces procédures de décollage dans le cours mercredi. Hein. C'est un thème en soi. Donc, je vous préparerai un petit tableau blanc et vous parler de tout ça. Donc là, comprenez le concept, mais je rentrerai plus dans le détail mercredi. Donc rendez-vous mercredi à 11h. Le GX étant conforme à l'attendu, donc l'équipage a mis plein gaz, accélère, ça accélère normalement, ils attendent une vitesse de rotation, une certaine vitesse qui doit s'afficher dans le HUD, cette vitesse ne vient pas, là ils se rendent compte que la piste arrive en bout de piste, ils décident donc d'interrompre le décollage, on met plein réduit, on freine, on sort le parachute, et à ce moment-là, eh bien, en fait la vitesse est beaucoup plus rapide que ce qu'elle affiche, et là, il n'y a plus la place de s'arrêter. Du coup, pas possible de s'arrêter avant le bout de la piste, l'équipage s'éjecte, l'avion lui continue tout seul, il traverse le mur d'enceinte de la base, il prend feu et à 460 mètres du seuil de piste, il est arrêté et détruit. L'équipage, eux, se pose sous leur parachute et sont blessés tous les deux. Donc voilà. Donc à partir de là, forcément, une enquête avec tout ce qui s'ensuit. Vous commencez à connaître si vous suivez un petit peu la chaîne et on va reprendre les faits dans l'ordre. Donc, c'est un vol en circulation aérienne générale IFR. Pourquoi? Parce que c'est un vol de transit, comme un vol Air France, comme n'importe quel vol. Ils sont en plan de vol avec normalement le tanker, le C-135FR, qui va contacter les organismes de contrôle, comme n'importe quel avion de ligne, va traverser des États avec des autorisations. Il faut ce qu'on appelle des DIC,
Diplomatic Clearance pour pouvoir traverser des pays quand vous êtes aéronef d'État. Et les Mirage 2000, les trois Mirage 2000, vont rester à côté dans une bulle assez proche et tout le monde va être sous un seul indicatif et transiter comme ça et de temps en temps prendre du pétrole à des moments bien précis. C'est un vol de convoyage. Ça part le matin tôt, pourquoi? Parce que la température, il fait déjà 30 degrés à 8 h du matin, c'est mieux pour les performances de décollage et également pour arriver à des horaires corrects aussi à destination. Donc c'est logique de partir tôt comme ça à cause des températures très élevées en journée. Donc c'est le Mirage 2000 N numéro 360. Donc là, vous voyez base aérienne 172, sergent-chef Ajit Kosei. Oui, en fait, elle a deux noms. Donc c'est Fort Lamy, sergent-chef Ajit Kosei. Donc ça fait 2 mois qu'ils sont déployés. Ils sont en équipage constitué, ce qui est voilà. Moi, je viens du monoplace, donc ça me parle moins. Mais l'idée, c'est qu'on crée un duo pilote, navigateur, officier, système d'armes, de manière à créer un maximum d'interactions. Nous, on ne travaillait pas en patrouille constituée en monoplace. Pourquoi? Parce que le fait de changer d'équipier régulièrement, ça permet de s'assurer que vous êtes bien aligné aux standards, aux bonnes pratiques, et ça a tendance à être plus enrichissant d'un point de vue professionnel et vous forcer à être plus droit dans vos bottes et pas prendre de raccourcis. Si vous voulez toujours avec les mêmes personnes, il peut y avoir une petite déviation par rapport à la norme. On va d'ailleurs voir que ça va payer. Donc voilà, après je ne sais pas s'ils continuent à faire d'équipage constitué ou pas, c'est plus sympa pour l'ambiance, tout ça, je comprends complètement. On va dire, équipage constitué versus équipage non constitué, vous avez des points positifs et des points négatifs de chaque côté. Leur dernier vol a eu lieu le 20 septembre, et donc là il s'agit d'un accident le 28 septembre. Donc vous voyez, c'est intéressant, ils ont quand même passé 8 jours sans voler. Souvent les gens me demandent est-ce que ça vole régulièrement, des fois il y a des hauts et des bas en termes d'activité. Très bien, le 26 septembre, eh bien, ils devaient revenir, mais le départ annulé à 2 reprises en raison de problèmes techniques d'un des 3 Mirages puis du ravitailleur. Donc ça devait repartir plus tôt, donc tout le monde est un peu fatigué et tout le monde a envie de rentrer parce qu'il y a eu des soucis techniques des Mirages puis du ravitailleur. Donc là ce coup-ci, on y croit, mais bon, ça fait jamais 2 sans 3. Préparation du vol. Tout le monde prépare, dans ce cas-là en plus ils ont bien eu le temps de préparer, je ne suis pas trop inquiet. Ils ont récupéré les NOTAM, ce sont des informations pour les équipages. Dans un cas comme ça, c'est surtout le tanker qui prépare tout et les chasseurs, eux, ils regardent bien en termes de pétrole, comment ils vont gérer tout ça. Mais il faut être franc, le gros de la charge de travail est quand même normalement assumé par le C-135FR et c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de manipulation, donc ce sont des choses qui sont bien prévues. Si vous voulez avoir une idée d'à quoi ça ressemble tout ça, très simple, regardez les Chevaliers du Ciel quand ils font leur déploiement en Afrique et qu'ils vont là, du côté de Djibouti. C'est un petit peu ça l'idée, mais en haute altitude. D'accord, donc ensuite, les Mirages mettent en route, ensuite le C-135, tout le monde roule dans l'ordre des décollages, ça s'aligne, on est face au nord-est. Tout le monde vient se préparer à décoller et le leader il décolle, très bien, donc bon, jusque là tout va bien. Et là maintenant on va voir exactement ce qui se passe. Le Mirage 2000N, numéro 360, celui qui a eu un souci, il s'aligne, il est sur sa demi-bande. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 2 avions alignés, ou des fois 3, bien chacun se met sur une demi-partie de la piste. Ça permet de ne pas se toucher au niveau des ailes. Il vient mettre dans un premier temps plein gaz sec. Main gauche, on avance la manette des gaz, on a plein gaz sec qui vient vous donner pleine puissance sans allumer la post-combustion qui font les grosses flammes derrière. Et là, vous avez un cran. Et vous passez le cran et vous pouvez rentrer dans la post-combustion. Votre puissance augmente énormément, de l'ordre de 50%, de la consommation aussi. Initialement, on met plein gaz sec, les paramètres moteurs sont bons, et là, on vient mettre la pleine post-combustion. Donc là, il vient mettre plein gaz sec, il vérifie que son avion est bon, 25 secondes après son leader, de manière à, si le leader a une panne lors de son décollage, ne pas être gêné, ne pas être conflictuel, donc ça permet de bien lui laisser le temps de partir. Et bien là, il vient lâcher les freins. Au moment où il lâche les freins, ça fait 25 secondes qu'il tient son avion plein gaz sec, tout est bon, les paramètres sont bons, l'avion a chauffé, tout a chauffé. Je lâche, je suis parti, je viens mettre la post-combustion. Elle met un tout petit peu de temps à s'allumer, c'est normal. 3 secondes. Donc là, il a le voyant PC, post-combustion. Le navigateur, le NOSA, lui annonce le début carburant en augmentation, vers 350 kg par minute. Églou, 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 ça pousse 9 tonnes, mais ça a un prix, 350 kg par minute, ça fait 400 litres. Et là, le pilote regarde, lui, il regarde devant, il regarde sa visualisation tête haute, donc son head-up display. Là, il y a un affichage du JX, il voit un JX qui est au-dessus de 0,46,
Ce qui est bien, il s'attendait à 0,44. Donc ça veut dire que l'accélération est supérieure à la valeur attendue. Donc c'est parfait, c'est généralement ce qu'on a parce qu'on a des petites marges. Tout va bien. À ce moment-là, il voit 50 nœuds. Ok, tout va bien. Son navigateur doit lui annoncer 80 nœuds. Pourquoi est-ce que le navigateur lui annonce 80 nœuds? Parce qu'à ce moment-là, il doit revérifier le GX qui doit être au-dessus de 0,4. Donc vous voyez, il y a un petit travail de coordination. Donc jusque-là, tout va bien. Il trouve que ça met un peu de temps à accélérer. Et donc l'accélération est continue, une partie un peu bosselée. Le pilote, il tire un petit peu sur le manche et il se rend compte que l'avion est très nerveux par rapport à la vitesse affichée. Il repousse un petit peu sur le manche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que l'avion décolle trop tôt. Mais ça, en fait, c'est un signal faible. En fait, il va beaucoup plus vite que ce qu'il croit. Là, à ce moment-là, eh bien, pour faire simple, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à accélérer. Là, il voit 106 nœuds qui est en deçà de sa vitesse de rotation. Il n'est pas à la bonne vitesse, il ne va pas assez vite. Il voit qu'en termes de piste, il ne va pas avoir le temps d'accélérer suffisamment. Et là, il dit à son OSA, on interrompt. Et dans la foulée, il reste 915 mètres. Hein, ça veut dire qu'ils ont quasiment mangé demi-mètre de piste. Il décide de mettre plein réduit, il sort le parachute, il freine, ça passe pas. Et éjection, tout le monde sort. Ça va très très vite. On va rentrer dans le détail un peu après. Tout le monde survit. En termes d'altitude, N'Djamena, c'est pas très haut. On est à 293 mètres, donc ça va. Blessure jugée grave pour le NOSA, il s'est fait mal à la cheville, je vous rassure. Et pour le pilote, blessure légère. À quoi ça ressemble à ça? Vous voyez le bout de la piste ici et des marques d'incendie. L'avion est détruit. Il fait du tout-terrain et il fait un trou là dans la barrière. C'est quand même dans le mur, c'est assez impressionnant. Au niveau de l'expérience, qu'est-ce qu'on voit? Le commandant de bord, lui, il a 30 ans. Il est sous-chef de patrouille. Il n'est pas encore officiellement sous-chef de patrouille à ce moment-là. C'est expliqué plus tard dans l'enquête. C'est en attente de signature, mais il a déjà fait les tests et tout, donc il va l'être. C'est quelqu'un qui est sorti de l'école en 2012. En termes d'expérience, il a 937 heures, dont 104 de nuit. Il a 572 heures sur Mirage 2000N. Dans les 30 derniers jours, 16 heures, hein, ce qui n'est pas gigantissime. Et par contre, dans le semestre écoulé, 137 heures. Donc une belle expérience dans le semestre écoulé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Son vol précédent, c'était le 20 septembre. Carte verte, c'est un type de qualification aux instruments. C'est la meilleure carte, le meilleur niveau de qualification que vous puissiez avoir en tant que pilote militaire. Et il est current. Pour son OSA, un parcours très particulier, on en reparlera après. Il a 34 ans, il est navigateur combat opérationnel, ce qui est le plus bas niveau, on va dire, pour pouvoir faire la guerre en tant que navigateur. Et il a un parcours assez hétéroclite et surtout, je ne veux pas être désagréable, mais il ne sait pas compter ses heures de vol. Pourquoi? Parce que quand je vois qu'un navigateur sur 2000N a total 693 heures de vol sur tout type et 627 heures sur Mirage 2000N, ça veut dire qu'il est arrivé sur Mirage 2000N avec, si je sais compter, moins de 70 heures d'expérience. Alors je me trompe peut-être, mais c'est ça. Donc il a 64 heures à peu près quand il est arrivé sur Mirage 2000N, ce qui est juste impossible. L'autre chose impossible, c'est qu'il ne peut pas avoir 108 heures de nuit et avoir la totalité de ses heures de nuit sur 2000N. Enfin, je ne sais pas comment ils l'ont formé, garçon. Mais voilà, il n'y a rien de grave, je vous rassure, mais c'est bizarre, et moi quand je regarde un compte-rendu comme ça, bah forcément ça décrédibilise un petit peu le compte-rendu et l'enquêteur, parce que s'il n'a pas vu ça, en termes de culture aéronautique, hein, il reproche le sens de l'air à l'équipage, moi je lui reproche le sens de l'enquête. Je suis méchant, ça me fait plaisir, mais c'est très vrai, donc c'est quelque chose qui je ne comprends pas. Donc peut-être que je comprends mal, je ne connais pas le cursus des navigateurs, c'est peut-être complètement normal, mais si vous mettez un navigateur avec moins de 80 heures sur un 2000N, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que les mecs soient très bons. Et vous allez voir, il lui reprochait pas mal de choses à ce navigateur. Donc il y a peut-être des choses à revoir hein, dans le cursus. Vous savez quoi? Je creuserai. Donc si vous êtes navigateur et que vous voulez faire une interview, contactez-moi, de préférence ancien navigateur, hein, comme ça on n'aura pas de souci avec l'armée. N'hésitez pas à me contacter parce que je ne comprends pas, très honnêtement. Et encore une fois, je viens du monoplace. Mais quand je vois ça et toute l'expérience de nuit sur 2000N, bah je suis assez étonné. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'armée américaine, c'est pas du tout comme ça. Et c'est très étonnant. Premier vol de nuit sur 2000N, voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre la gradation, la logique de formation là-dedans. Maintenant, c'est peut-être le cas. Mais voilà, fin de l'aparté là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'armée de l'air, j'ai rien contre les naves, hein, je vous arrête de suite.
L'armée de l'air, voilà, donc ça c'est la version K3, c'est une version du Mirage 2000N, il y a eu différentes versions comme je vous disais. On a 2 réservoirs largables de 2000 litres, jusque là tout va bien. En gros ils nous disent que d'un point de vue maintenance ça s'est pas trop mal passé. Ils ont fait des visites, mais c'est un avion qui a été cloué au sol quelque temps. Voilà, la vitesse de rotation était de 145 nœuds. Donc c'est ça, ils attendaient 145 nœuds pour pouvoir décoller et ils décident d'interrompre, il est dans les 100 et quelques. L'avion pèse 14 tonnes 7 à la mise en route, environ 14 tonnes 3 au lâcher des freins. Vous voyez, c'est intéressant, il s'est allégé de 400 kg au roulage. Donc il y a une différence entre la masse à la mise en route et la masse au décollage. Et c'est ces 400 kg qu'on retrouve là, 6 tonnes 2 à la mise en route, 5 tonnes 8 au lâcher des freins. Vous voyez, ça consomme même au sol. Ok, les conditions météo, qu'est-ce qu'on voit? Il fait grand beau, vent variable officiellement de 4 nœuds. En fait, on a 6 nœuds du 230. Donc ils se mettent en fait en piste 23. C'est ça, ils décollent en piste 23. Donc ils ont remonté la 0,5. Je me suis trompé tout à l'heure, donc ils décollent bien face au sud ouest avec le vent de face. Donc c'est ça. Donc initialement ils sortent par là. Le KC 135 attend. Ça remonte, ça fait demi-tour et ça vient décoller comme ça. Donc 2800 mètres de long sur 45 mètres de large, très bien. La patrouille décolle en piste 23. Ils ont donc 2800 mètres de TORA, Take-Off Runway Available. Donc piste disponible pour le décollage. Et une ASDA, Acceleration Stop Distance Available. Donc distance disponible d'accélération arrêt de 2846 mètres. Pourquoi? Parce qu'il y a un PER, un prolongement occasionnellement roulable qu'on voit ici, du béton en plus, de 46 mètres. Donc ça c'est pas mal. Il y a des enregistreurs à bord, on voit les marques, on voit un petit peu voilà, la tranchée laissée. Ici on a une belle vue qui nous explique des morceaux du textile verrière forcément lors d'éjection, des morceaux de verrière, du morceau de tube pitot, l'avion a dû commencer à faire un peu du tout-terrain, la jambe de train principale gauche qui s'est arrachée, la droite ici, des débris du radar, c'est-à-dire que l'avant a tapé, le siège arrière qui arrivait là, le siège avant qui arrivait là, et l'avion qui s'est arrêté à ce moment-là. Donc voilà à quoi ressemble l'avion. Ça n'a pas fait semblant, ça a bien brûlé. Donc ça c'est assez impressionnant. Au niveau de l'équipage, on sait qu'ils étaient à jour de visite médicale. Il y a eu un incendie, mais tant mieux, les pompiers étaient déjà prépositionnés, donc ils sont arrivés très rapidement, en moins de 3 minutes. L'abandon de bord, on sait que leur siège éjectable les a emmenés à une hauteur de 180 pieds, 3 x 6, 18, ça nous fait dans les 60 mètres de haut. Et ils sont restés sous voile, donc parachute déployé, 6 à 9 secondes avant de toucher le sol. Voilà. Au niveau des positions, le navigateur officier système d'armes avait une bonne position lors du départ. Le pilote, lui, était légèrement vers l'avant à cause de l'action de freinage, donc il était un petit peu trop vers l'avant quand c'est parti. Le pilote faisait 98 kg équipé pour 1m80. Quelques petites blessures, notamment au visage. Le NOSA, lui, eh bien, ça c'est intéressant. Quand le pilote est sorti, l'avion était à 165 nœuds. Quand le NOSA est sorti, l'avion était à 172 nœuds. Donc le NOSA est parti en premier et après le pilote. C'est du MK10, le siège éjectable. Sur Rafale, c'est du MK16F. Donc c'est une génération un peu dans le dessous, mais qui a bien marché. Et le NOSA, lui, au moment de l'atterrissage, en fait, il s'est tordu la cheville. Il s'est fait mal à la cheville parce qu'il est arrivé dans un petit trou. Là. Donc voilà, ce qu'on sait ici, c'est que ça... vive douleur à cheville droite, il est dissimulé par un taillis, il tente d'appeler les secours sans succès, donc du coup il utilise son fumigène côté jour pour essayer de se signaler, personne ne le voit, il utilise le côté nuit mais il a peur de mettre le feu aux broussailles autour de lui, et au final il utilise son sifflet pour qu'on vienne le récupérer et l'emmener à l'hôpital. Donc voilà, après il y a eu des recherches, donc les grands classiques, intervention sur l'épave. Ici là c'est très intéressant, on voit la séquence des événements, donc on va reprendre les choses dans l'ordre. À T0, à T plus 0, il lâche les freins. Donc, on était déjà plein gaz. Ensuite, il lâche les freins, il met la pleine combustion. Le pilote annonce voyant fan allumé, donc en gros tout va bien au niveau du moteur. Le navigateur officier système d'armes vient donner le débitmètre à 350 kg, tout va bien. Le pilote, lui, annonce que c'est bon au niveau du JX, on a dit 0,44. Jusque-là, tout est bon.
Ensuite, on a une annonce 80 nœuds du NOSA, et là, le pilote lui dit on interrompt, et il décide de faire l'interruption. Donc là, dans la foulée, vous voyez le temps, T plus 30 secondes, il décide d'interrompre. Une seconde après, il va mettre des gaz et plein réduit. Juste après, dans la foulée, il vient commencer à freiner. Après, ça part en freinage maximum. Il sort le parachute frein. Il n'y a pas de parachute frein sur Rafale, si vous posez la question. Le parachute frein est ouvert 1,5 secondes après. Dans la foulée, il annonce ça ne va pas le faire. Et là, bon, bah, tu es prêt pour l'éjection et ça s'éjecte. Là, ce qui est intéressant, et on le voit un peu plus loin, c'est que le NOSA lui s'éjecte, ils sont encore sur la piste. Le pilote lui s'éjecte et l'avion est déjà sorti de piste. Et oui, ça se déplace très très vite. Et donc du coup, le temps de s'éjecter, ça prend du temps et il est un petit peu sorti de piste. Là, c'est assez intéressant, c'est tous les schémas de pression et de comment est-ce que les informations de vitesse arrivent. Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant aussi dans le cas du Boeing 737 MAX. Je vous mets le lien du rapport dans l'enquête, n'hésitez pas à les regarder, mais si je rentre dedans, ça va devenir très technique. Voilà, alors qu'est-ce qu'on apprend? Donc là, on commence à voir les encadrés bleus qui sont très intéressants. Les informations de vitesse transmises, pour faire simple, c'est l'incohérence de l'information de vitesse présentée en VTH, parce qu'il y a une incohérence de vitesse. Donc l'information en VTH et VTB, il y a des soucis de cohérence. Ce qui était affiché en visualisation tête haute n'était pas cohérent avec ce qui était affiché en visualisation tête basse, sachant que les deux viennent d'informations différentes. Et ça vient de l'obstruction d'une sonde, la sonde T3, donc on voit un peu plus haut, qui a une sonde, vous voyez, pression totale 3. Ici, là, donc il y a une obstruction, il y a un problème de circulation de l'air. Comment est-ce qu'on connaît la vitesse en voyant l'impact au niveau de l'air? Donc ça, c'était obstrué, donc l'information n'était pas bonne, c'est quelque chose d'assez classique en aviation générale. Et là, du coup, il y a eu problème de vitesse. L'information présentée n'était pas cohérente, du coup il a décidé de ne pas décoller, il a décidé d'interrompre mais trop tard. Pour faire très simple, hein, si vous posez la question, il pensait être dans les 100 nœuds, en fait il était dans les 250 nœuds. Donc il pouvait largement décoller, l'avion marchait très bien, mais les informations qu'il regardait à ce moment-là ne lui donnaient pas des choses cohérentes. C'est un peu le problème de tous les avions modernes, mais il y avait d'autres informations à d'autres endroits qui, elles, donnaient des choses cohérentes. Donc ça va être un peu tout ce qu'on va apprendre lors de cette enquête. Ok, donc je vais passer quand même assez rapidement. Encore une fois, c'est une étude qui est très intéressante. Si vous êtes pilote d'aviation générale, c'est un problème qui est très important pour vous, notamment au beau jour. C'est ces soucis anémométriques. Et vous allez voir, là, ça va entraîner la perte d'un mirage 2000. Donc, le risque de présence de particules dans les sondes anémométriques après 23 jours sans contrôle des circuits anémo. Donc en gros, pour faire simple, c'est quoi? C'est l'avion a été immobilisé, il fallait ramener l'avion. L'avion a été immobilisé tellement longtemps qu'il y a eu des choses qui sont mises à l'intérieur du circuit anémométrique. Le pilote, malin, était passé voir les mécanos 2 jours avant en disant « Vous êtes sûr que ça va être bon ?» Oui, on a fait une inspection. Et entre-temps, ça s'est rebloqué ou l'inspection a été mal faite. C'est un peu tout le côté technique également de l'enquête. Néanmoins, hein, on n'a jamais d'excuses en tant que pilote. Ce qui est assez intéressant aussi là, c'est que l'équipage est peu expérimenté et marqué par une absence de leadership franc. Ce type de conflit engendre une faible synergie et entrave la compréhension de la situation. Pour faire simple, on a un pilote qui est jeune, on a un navigateur officier système d'armes qui a un parcours de formation très unique. Si on regarde un petit peu ce qu'ils nous disent dessus, donc le pilote, lui, il est assez jeune et il va être qualifié sous-chef de patrouille. Le navigateur, il est navigateur de combat opérationnel, il est à Istres depuis 2013, quand même assez long. Il est encore peu expérimenté, il a 693 heures de vol sur tout type d'aéronef. Et là, on est encore dans plein délire, je ne comprends absolument pas. Là, on a encore une autre info. Donc là, regardez, encore peu expérimenté, il totalise 693 heures de vol sur tout type d'aéronef et seulement 677 heures sur Mirage 2000N. Ce qui voudrait donc dire qu'il est arrivé sur Mirage 2000N avec 14 heures de vol. Attendez, non, 17 heures de vol. 17 heures, hein, faire des maths, vous voyez. 16 heures de vol. 16 heures de vol, c'est ça. Donc je comprends absolument rien de ces chiffres qui pour moi ne font pas de sens, mais je ne vais pas tunneliser dessus. On va juste vérifier avec les chiffres qui nous ont mis plus haut. Sur le NOSA, voilà, donc on avait 693, 627,
Et là, on nous balance des chiffres qui ne sont pas cohérents une fois de plus, et ça choque pas. Donc voilà, bon ben, ça change un petit peu. On s'adapte, mais j'attire votre attention sur le fait que ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, parce que c'est d'une incohérence totale. Ok. Donc derrière, c'est facile de tirer sur l'équipage. Je défends un peu mes camarades, mais là, manque de l'air, oui, il met en avant son manque de l'air, et Nosa met en avant ses difficultés de progression. Bref, donc là, forcément, pour appeler un chat, il y a eu un souci technique qui a engendré une mauvaise décision de la part de l'équipage, et vous allez voir qu'en termes de procédure, ils n'ont pas tout à fait appliqué ce qu'il fallait. Mais il faut aller voir plus loin, toujours, c'est ça qui est intéressant. Et j'espère que derrière, chaîne hiérarchique, et aller creuser plus loin du pourquoi, du comment on en arrive là, de pourquoi la formation des NOSA, de qu'est-ce qu'on peut changer. Donc détection de la panne. Concernant l'indication de vitesse, seule une comparaison des instruments entre eux par l'équipage permet de détecter efficacement une panne. Oui, ça se tient. Lors de l'événement, l'équipage regardait des instruments utilisant la même source d'information. Forcément, hein, sinon il n'y aurait pas d'accident, vous me direz. Dès lors, la panne anémométrique était difficilement identifiable. Et un peu plus loin, on va voir que ça, c'est pas conforme à la procédure. Normalement, le NOSA est censé prendre une source d'information différente. Ah oui, malin, dans l'armée de l'air, ils n'avaient pas se faire avoir sur un coup simple. Mais, on va voir plus tard, la formation n'était pas si bien faite que ça, et surtout, ils l'ont écrit nulle part. Si vous n'écrivez pas les textes et comment faire les procédures de manière correcte quelque part, les gens ne peuvent pas régulièrement y revenir et s'y raligner. C'est en gros la grosse différence entre des avions utilisés par peu de personnel, hein, le 2000N, ça peut être utilisé par beaucoup de personnes, avec des grosses tensions RH, où vous n'avez pas forcément le temps d'écrire la documentation, et des compagnies nationales comme Air Canada, comme Air France ou autres, où là vous avez du staff, du personnel, et on vient tout bien SOPiser, faire des Standard Operating Procedures pour s'aligner, tout le monde fait exactement les mêmes procédures. Donc c'est pour ça que souvent moi j'aime bien comparer la ligne et la chasse. Il y a des choses excellentissimes dans la chasse, des choses excellentissimes dans la ligne, il y a des choses mal dans la chasse, il y a des choses mal dans la ligne. Et ça serait bien que les deux mondes communiquent un peu plus, parce que dans un cas comme ça, clairement, sur 2000N, de ce qu'on voit là et du compte rendu, les Standard Operating Procedures ne sont complètement pas au niveau, et c'est pour ça que vous avez des personnels qui ne les appliquent pas, parce que si c'est de la transmission orale, ça fait en français un peu amateur à ce niveau de la compétition. Mais attention, hein, moi je vous dis ce que je vois là, et il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. J'ai été dans des unités où il y a peu de monde, je sais comment ça se passe, voilà, c'est juste qu'il y a ces différents business models, si on peut dire, et transmission de l'information, et là, par moment, ça atteint ses limites. Souvent, ça se passe très bien, là, on voit un petit peu les limites du système, qui viennent, encore une fois, probablement de tensions RH, hein, faut être honnête. Et ils en parlent plus tard, hein, lecture d'anémomètre. Donc là, c'est assez intéressant, pourquoi ? Parce qu'il nous explique un petit peu comment est-ce qu'on est censé faire pour lire les informations. Donc c'est quelque chose qui a été réfléchi. Le navigateur auxiliaire système d'armes est censé vérifier ces vitesses ici, qui sont sur une autre source d'information. Et du coup, on est censé pouvoir éviter ça. Parce que là, le NOSA aurait pu lui dire non, mais on est à telle vitesse, on a une incohérence. Et là, ils auraient pu faire une annulation plus tôt. Donc clairement, il y a un souci FH, hein, il y a un souci de l'équipage, on est d'accord là-dessus. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que cette procédure n'a pas été appliquée, pourquoi est-ce que le circuit visuel du NOSA n'était pas bon, et ils se sont rendus compte lors de l'enquête qu'une multitude de NOSA, c'est pas que le NOSA incriminé ce jour-là, ne faisait pas la procédure de manière correcte, et la raison est que la procédure correcte est enseignée en école de base, mais n'était pas écrite à cette époque-là, était spécifique au Mirage 2000N, et le NOSA en question, avec son parcours très erratique, ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas eu cette formation-là, et il avait donc dévié par rapport à la norme. Pourquoi ? Parce qu'il avait oublié quelle était la norme. En gros, c'est ça en résumé. Donc l'absence d'une procédure précise de comparaison des vitesses indiquées au décollage, une longue interruption de vol, la difficulté de lecture de l'instrument, parce que c'est pas facile d'aller chercher cet instrument au décollage, et la forte pression temporelle ont conduit progressivement à une migration des pratiques. Donc c'est un accident, ça vient toujours de plein de facteurs, et là, si vous avez du temps, je vous encourage à aller regarder ces pages 29 à 30, à 35 à peu près, elles sont excellentes, mais j'ai pas le temps de tout couvrir ici, sinon on est encore là demain. Excès de confiance dans l'aéronef, ça c'est assez classique, malheureusement. Ressources cognitives disponibles et fatigue, oui, ça fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas volé, mais les conditions de vie ne sont vraiment pas faciles, hein. Aller là-bas, il fait très chaud, ils dorment sur des lits picots, c'est des petits lits comme dans Full Metal Jacket. Il y a
la chaleur, il y a du bruit, il y a les insectes, ils ont fait des opérations, ils sont fatigués, donc forcément ils sont pas au meilleur niveau de leur forme. Et l'autre point, c'est qu'ils essayent de rentrer, ça fait déjà 2 fois que c'est annulé, donc c'est ça également qui vient prendre en compte. Et un autre point également qui a naturellement une certaine relâche, ce qu'on appelle aussi la home fever, on veut rentrer, ça fait 2 mois, ils ont survécu à leurs opérations de combat. Naturellement, vous avez un peu la tension qui baisse, même si vous voulez l'éviter, c'est un biais, c'est un comportement humain naturel. Maintenant, pourquoi est-ce que la prise de décision est tardive? Parce qu'il a mis trop de temps, il n'a pas tout à fait suivi la procédure normale de pilote et du coup ça a rallongé la prise de décision. Ce que je vous parlais de home fever, ils appellent ça ici la surmotivation. Donc forcément vous avez du mal à annuler un décollage quand vous avez vraiment envie de vous rendre à destination. Encore un autre facteur, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de poteaux sur la piste, donc ils n'avaient pas vraiment de référence. Normalement, en Europe et tout, on a des poteaux et on a une bonne idée d'où on est par rapport à la piste. Et un autre point, c'est la pression temporelle. Donc la pression temporelle, c'est quoi? C'est par exemple sur Super Étendard, on lâchait les freins, on mettait le chronomètre, c'est le cas par exemple sur d'autres Mirage 2000, et on a comme ça d'autres moyens de vérifier notre vitesse de décollage. Là, en gros, ce qu'ils nous expliquent, c'est que sur 2000N, ils font un petit peu leur propre méthode parce qu'ils travaillent en équipage, donc on en revient à des process un peu différents. Et là, c'est un cas un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que sur la plupart des autres avions biplaces de l'armée de l'air, vous avez le pilote qui gère tout seul de manière autonome son décollage et ses vérifications, et le navigateur qui est là en backup, et pour lui dire si le pilote fait quelque chose de mal. Mais dans ce cas-là, à cette époque-là, les procédures étaient que c'est un vrai travail en duo, et du coup, en termes de cross-checking, c'est pas l'idéal. Donc voilà, quand vous êtes pilote de monoplace, vous arrivez à tout vérifier, mais vous le faites de manière un peu différente que ce qu'il faisait là. Donc il y a également aussi des choses à redire un peu sur la manière de faire. Très bien, donc là on parle beaucoup de conscience de situation et de biais de confirmation. Pourquoi? Parce que le pilote a vu certaines choses et les a interprétées d'une certaine manière avec les éléments qu'il avait à sa disposition de la mauvaise manière. Tout simplement, voilà, il est pressé de décoller, il interprète la faible augmentation de vitesse indiquée comme la manifestation de son impatience. En fait, il voit un problème et il le met de côté ou il le sous-estime parce qu'il le juge un peu différemment. Donc ça, c'est assez intéressant. L'autre point qui est pas mal, c'est ça. Il se rend compte que l'avion met plus de temps à accélérer, mais c'est parce que d'habitude, il mettait la PC avant de lâcher les freins, parce qu'il décollait avec des bombes. Donc c'est une multitude de choses comme ça qu'on appelle en fait des biais. Et donc là, c'est bien mis en avant là-dedans. L'équipage encore peu expérimenté et pressé de décoller a subi une focalisation intentionnelle, donc c'est un peu une tunnelisation sur GX, et ils se sont fait une conscience erronée de la situation. Donc ça, c'est assez classique. Les procédures normales sur 2000N ne décrivent pas clairement comment s'assurer de la cohérence des informations de vitesse. C'est dommage, pour un avion qui est retiré un an plus tard. Voilà, vaut mieux en rire, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà, mais ça prouve aussi que pendant toutes ces années, ils n'ont pas eu de soucis. Enfin, ils ont eu des soucis 2 mois avant, mais on y vient plus tard. Le jour de l'événement, le pilote applique une procédure différente de celle apprise lors de son apprentissage sur Mirage 2000 B ou C. Cette procédure ne lui permet pas d'identifier facilement seule l'incohérence de vitesse. Donc c'est ce que je vous disais juste avant, petit problème là-dessus. Le partage d'expérience est mis en avant, pourquoi? Parce qu'en août, là, juste avant, dans la même unité, ils ont eu le même souci à Istres. Et ça s'est bien fini. Par contre, les officiers de sécurité de vol qui sont censés partager l'expérience étaient déployés tous les deux à cause d'une tension RH en opération extérieure. Bref, pour faire simple, le partage de l'expérience, le partage d'informations, le rétex et lessons learned apprises lors d'un souci qui a eu lieu juste quelques semaines avant dans l'escadron n'a pas pu être bien fait. Et s'il avait été mieux fait, il est probable que l'équipage aurait été plus sensibilisé à ce problème et ne serait pas fait avoir. Donc, la communication incomplète de l'événement précurseur au personnel en opération extérieure n'a pas permis de les alerter sur la possibilité d'un tel événement, ni sur la nécessité pour le NOSA de lire la vitesse sur l'anémomachmètre lors de la course au décollage. Donc là, encore une fois, c'est un filtre. Normalement, dans un monde merveilleux, ils auraient eu cette information-là. Tous les NOSA se seraient réunis, auraient dit « Ouh, attention les gars, est-ce que vous regardez l'anémomachmètre au décollage ?» La moitié aurait dit « Non, on ne fait pas ça. » Eh bien, vous devez. Ah bon? C'est écrit où? C'est pas écrit, mais c'est ce qu'on nous apprend en école de base, rappelez-vous.
Ah, d'accord. Donc maintenant, tout le monde regardait l'anémomacmètre au décollage. Ah, ok, chef, on va le faire. Et là, notre NOSA l'aurait fait. Mais ils sont passés au travers de ce rappel parce que c'est l'été, parce que les unités sont déployées, parce qu'encore une fois, il y a des problèmes un peu de RH. Donc ils sont passés au travers et c'est un facteur qui vient contribuer à ça. L'autre point derrière, voilà, c'est notre pauvre NOSA qui lui a un parcours vraiment très particulier et qui a une progression atypique qui a contribué à une dérive dans l'application des procédures le jour de l'événement. Je ne suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos, ils le font assez, page 38. Gestion de l'éjection. Donc là, on voit bien, le NOSA est parti ici, le pilote est parti là. Donc juste, là c'est important quand même de le dire, dans l'aéronautique, c'est plus facile de faire des bêtises qu'un miracle. À partir de là, quand on voit comme ça, assis tranquillement dans notre chaise, des fois ça peut paraître aberrant ce qui se passe. Mais croyez-moi, c'est les équipages et du personnel qui est très bien formé, qui est très bien sélectionné, qui n'a aucune envie de s'éjecter, qui essaye de faire le mieux possible. Et des fois, vous vous retrouvez face à une multitude d'événements, une multitude d'alignement de Puck de Reason, comme on dit, qui fait que vous vous retrouvez dans ces cas-là. Maintenant, ce qui est très important, voilà, c'est de se documenter sur ce genre d'incident, que vous soyez pilote d'aviation générale ou pas, et de vous dire, le jour où j'ai le moindre petit doute, plutôt que de faire des biais de confirmation et de me dire non, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, j'ai réfléchi en amont, comment est-ce que je réagis. Ça accélère bizarrement, je sens que l'avion est vachement nerveux, mais il semblerait qu'il veuille partir. Là, ça me met la petite puce à l'oreille et je vais essayer de trouver une source d'information différente où je demande à mon NOSA, à quelle vitesse à l'anémomacmètre, ou alors je regarde mon GPS. Votre GPS va vous donner votre vitesse sol. Là, si vous avez un GPS ou voilà, des informations GPS, par exemple, vous regardez dans le Rafale en visualisation moyenne, vous avez votre vitesse sol qui provient à différents endroits, mais imaginons que ça vient du GPS, vous regardez, ah bah tiens, je fais du 200 nœuds alors que ça me dit 110 nœuds. Maintenant, à 200 nœuds, je peux peut-être plus aborter mon décollage. Il va peut-être falloir que je vole et c'est pas grave, je me poserai en panne d'anémo, je vais y arriver, je suis formé pour. Donc ça qui est très très intéressant. On va regarder maintenant les conclusions. L'aéronef sort d'une longue période d'immobilisation, ça c'est un gros point. Conscient du risque technique après l'immobilisation de l'aéronef et à défaut de pouvoir réaliser un vol technique local, un point fixe a été réalisé par l'OSV, donc ils avaient conscience du problème, ils ont voulu mitiguer les risques, mais le point fixe, vous ne décollez pas. Compte tenu de l'arrivée de la relève du détachement, l'équipage a dormi sous une tente. L'équipage, ils sont jeunes. Le navigateur, il a été interrompu par une mutation de 2 ans à l'étranger et une indisponibilité médicale de 9 mois, le pauvre. Le décollage intervient 2 jours après 2 départs annulés suite à des aléas techniques. C'est vraiment, ils ont tout aligné. Durant l'accélération au décollage, le pilote et le NOSA qui prennent l'information de vitesse sur les instruments utilisant la même source d'information ne détectent pas d'incohérence de vitesse. Problème d'application des procédures. L'interruption de décollage déclenchée tardivement. L'aéronef était à 235 nœuds. Vous vous rappelez, il devait décoller à 140. À 140, il devait décoller. Là, ils sont à 235 nœuds sur la piste. Ça devait défiler. Moi, je dis encore une fois félicitations aux fabricants de pneus. Ça ne permet pas d'arrêter l'avion avant la fin de la piste. Il s'éjecte à plus de 160 nœuds. Les pilotes s'éjectent derrière. Les causes, c'est quoi? Obstruction du circuit anémométrique à cause de la longue immobilisation de l'aéronef qui a permis l'installation de corps étrangers dedans. L'interprétation inadaptée de la documentation de maintenance et l'absence de consignes spécifiques lorsque les aéronefs évoluent dans un environnement poussiéreux et particulièrement pourvu d'araignées et d'insectes, comme là-bas. Une migration des pratiques dans la procédure de vérification des instruments lors de la course au décollage qui ne permet pas de vérifier la cohérence d'informations de vitesse. Ça, c'est l'histoire dont vous parlez, l'anémomacmètre VTH. La faible synergie au sein de l'équipage liée à sa composition. Donc là, en gros, ils disent que mettre 2 jeunes ensemble, ce n'est pas une situation d'avenir. Les conditions de logement de l'équipage qui ont entraîné un état de fatigue ayant altéré leur capacité d'analyse. Ça se joue énormément, ils ont complètement raison de le mettre là. Une surmotivation à effectuer la mission, oui. Pourquoi? On veut y aller. Le manque de repères lié à l'absence de panneaux sur le bord de la piste, oui. L'absence de mécanisation d'équipage au simulateur sur ce type de panne, aujourd'hui impossible à simuler, qui a retardé la prise de décision. Si on ne s'y entraîne pas, on a plus de mal à être bon, forcément. Conscience erronée de la situation associée à une focalisation sur le JX, qui a retardé la décision d'annulation de décollage. Oui, ils étaient trop focalisés sur le JX, ils en ont oublié le reste. Pourquoi? Et je tunnelise. Ensuite, derrière, on a une analyse et une communication incomplète d'un événement précurseur, l'histoire qu'il y a eu à Istres quelques semaines avant.
et un cursus aéronautique typique du NOSA qui a favorisé une dérive dans l'application des procédures qui, comme on l'a vu plus haut, ne sont pas forcément écrites. Donc là, après, on a pas mal de recommandations de sécurité qui sont assez intéressantes, principalement autour de la sécurité et autres, autour des conditions d'hébergement, autour de la documentation. Par exemple, inclure la panne d'anémométrie dans les actions réflexes au décollage. Ouais, c'est une bonne idée. À l'armée de l'air et la marine, d'utiliser des moyens de simulation pour mieux préparer les équipages à l'éjection au sol. Ce genre de petites choses, donc pas mal d'informations intéressantes derrière. En résumé, qu'est-ce qu'on a vu dans tout ça? On a vu que c'est pas facile et qu'au sol, ça va extrêmement vite. Que si vous avez pas un respect parfait des procédures qui ont été réfléchies pour justement minimiser votre risque, vous pouvez vous retrouver à aligner les plaques comme ça. Et après, la communication est très importante. Donc, on a tendance à dire que les équipages les plus dangereux, ce sont les équipages constitués des personnes les plus expérimentées. Parce que vous vous dites, si vous êtes deux anciens, l'autre il sait, il l'a vu, et c'est là où vous allez avoir des soucis. Les équipages de jeunes, généralement, ils sont à fond sur les procédures, ils ont peur de mal faire, ils sortent tout juste de formation, et ils ont tendance à vraiment tout bien bétonner par manque d'expérience et à faire les choses très proprement. Dans un cas comme ça, la dérive qu'on a peut-être, c'est parce qu'on a deux jeunes qui ont beaucoup d'expérience l'un avec l'autre, on a tous ces facteurs autour à la maison et tout, et surtout on a ce parcours hétéroclite qui fait que, eh bien, au final, l'application des procédures, c'est pas ce qu'on attend de jeunes, parce que la formation n'a pas vraiment été comme elle aurait dû être, pour plein de raisons. Et là, je ne tire pas du tout sur le jeune. Si on ne lui a pas appris ou si c'était il y a 2 ans, il ne faut pas s'étonner. Donc, il faut répéter régulièrement aux gens. Donc voilà, donc au final, on en revient encore une fois avec un accident ce coup-ci qui a coûté la vie à personne. Mais vous le voyez, le manque d'expérience en aéronautique est très dangereux, d'où l'importance de pouvoir beaucoup pratiquer, de pouvoir emmagasiner beaucoup d'expérience, parce que c'est ce qui, in fine, vous tue, mais également, enfin vous sauve, mais également l'importance d'avoir des procédures très bien réfléchies et bien appliquées. Et pour ça, il faut que vos anciens aient le temps de graver toute cette expérience, de la marquer pour pouvoir la transmettre efficacement aux gens derrière. Et bien voilà, on s'abandonne là-dessus. À mercredi pour un petit cours sur tout ce qui est vitesse de décollage et prise de décision au décollage. D'ici là, n'hésitez pas, si vous voulez le bouquin, à m'écrire. Allez sinon sur Amazon, laissez-moi quelques petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Fly safe. Et si vous voulez des cours sur préparation d'entretien ou l'aéronaval, c'est sur AT Teachable. Allez, fly safe. Bon dimanche.